Voilà, et alors dernière question de Paul James, mon pote Paul, avec qui j'échange énormément sur Instagram, avec qui j'ai fait un podcast sur la PPM. Garçon extrêmement intelligent, très connaisseur. Donc ça me fera très plaisir d'un jour refaire un podcast avec lui sur un sujet qui nous passionne et qu'on maîtrise. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'on demande dans une prise de sang en médecine fonctionnelle. Je ferai une vidéo là-dessus que je dois absolument préparer parce que le sujet est complexe. J'aime pas dire des conneries, mais on va parcourir, on va survoler, on va dire donc ce que sera cette prochaine vidéo. Donc, il y a énormément de choses dans une prise de sang. En général, on démarre avec hémoglobine, hématocrite. Alors moi, on me demande ça, évidemment, on le demande dans toutes les prises de sang, c'est pas ça. Un hématocrite un petit peu élevé pour un sportif n'est pas tellement problématique, bien au contraire, ça va être lié à sa performance. Maintenant, évidemment, comme je fais l'usage thérapeutique de testostérone et de décadurabolin, il ne faut pas qu'il soit trop non plus. Parce que ça peut être le signe, mais c'est quand même plus compliqué que ça, d'un sang relativement épais. Il faut savoir que j'étais monté à 56 et que les valeurs de référence ne doivent pas dépasser les 53, 54, sachant que c'est déjà élevé. Alors j'ai trouvé énormément d'informations différentes sur Internet en fonction des médecins, en fonction de leur spécialité, qui disent que 56 n'est absolument pas un problème et d'autres qui s'affolent à 53. Sans l'usage d'hormones exogènes, je me promène plutôt dans les 48-49. Et là, avec le traitement adapté, j'étais à 50. Donc voilà, avoir quand même un hématocrite élevé, moi personnellement, de tout ce que j'ai lu, entendu et compris, ça me plaisait pas des masses. Donc j'ai préféré adapter mon traitement plutôt que me dire 56, c'est bon, ça je m'en fous. Quand on a l'hématocrite un petit peu élevé et qu'on a potentiellement, mais c'est pas forcément une réalité, le sang un peu visqueux, bah le premier réflexe, quand on parle comme ça avec des gens qui n'y connaissent rien, vont dire oh mais c'est rien, il suffit de prendre de l'aspirine. Bon, déjà théoriquement, si tu bois bien, ça devrait régler le problème. Donc si tu bois tes 3 litres d'eau par jour, ça pourrait déjà être une très bonne source, une très bonne solution. Deuxième solution qui existe, auquel on pense pas forcément, c'est les oméga 3. Les oméga 3 ont un rôle très important là-dedans. Évidemment, pas une petite gélule de temps en temps, hein. Il faut, je pense quand même, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, je pense qu'il faut quand même 4 à 5 gélules minimum pour dire que ça ait un impact. Et alors, vous avez énormément d'enzymes aussi qui peuvent jouer là-dedans. Vous avez la bromélaïne, vous avez la rutine, qui sont des éléments qu'on trouve dans le complément alimentaire Inflaquel, que je vais vous montrer, que j'ai déjà montré plusieurs fois d'ailleurs, je pense. Voilà. Non, comme ça, pardon, je m'excuse. Le Inflaquel. Donc là-dedans, il y a rutine, donc ça c'est très lié à tout ça. Bromélaïne, protéase, papaïne, gingembre. Très bon complément alimentaire qu'on m'a conseillé pour garder un sang propre, fluide, et donc se passer d'aspirine, chose qui ne m'emballait pas des masses. Donc bien s'hydrater, oméga 3 et un flaquel, je pense qu'on ne prend pas trop de risques, même si on a notre hématocrite un petit peu élevé. Vitamine B12. Vitamine B12, j'en parle aussi dans une vidéo, c'est vraiment la vitamine du sportif, très importante, elle va être liée aussi, et d'ailleurs à cette histoire d'hémoglobine et de globules rouges. Moi, j'en prends 2 pastilles avant l'entraînement. Ça se met sous la langue, c'est sublingual. C'est la marque Barinutrix qui fait ça. Voilà, j'ai été chercher les compléments alimentaires parce que ça va un petit peu de pair avec le sujet. Donc la vitamine B12, j'en parlais, elle est ici. Voilà. Donc ça, très important de la doser. Maintenant, il y a plusieurs marqueurs, hein. Vous avez la vitamine B12 érythrocytaire, la vitamine B12 active. Il faut aller voir les spécificités là-dessus, je les regarderai, on en parlera dans la prochaine vidéo. Vous avez le fer, il faut aussi demander le fer. Le fer, il en faut, c'est très important, mais il en faut pas trop. On sait que c'est inflammatoire, cancérigène. Donc attention aux gens qui donnent souvent leur sang, notamment pour ce problème d'hématocrite. Il y a des gens qui ont le réflexe d'aller donner leur sang plusieurs fois. Alors c'est formidable pour la Croix-Rouge. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes en dosage thérapeutique de testostérone ou de décadurabolin, vous n'avez pas le droit de donner votre sang. Tant que vous le signalez, il n'y a aucun souci. Et la doctoresse à la Croix-Rouge m'avait dit, monsieur, si on doit refuser toutes les personnes qui sont sous médication, c'est pas parce que vous prenez un Prozac
que c'est forcément meilleur que votre décadurabolin. Donc voilà, n'allez pas dire ah oui, oui mais tu prends des hormones et tu vas donner ton sang, c'est de la folie. Bah, au contraire, le gars il aura un bon petit coup de globules rouges d'un coup. Donc en général chez les hommes c'est pas tellement une source de problème. Enfin en tout cas sûrement pas vers le bas, c'est plutôt une source de problème vers le haut. Moi j'ai mon beau-père par exemple, et ça c'est une maladie génétique qui a un problème de hématochromatose, je pense qu'on dit ça comme ça. Donc c'est un taux de fer qui est anormalement trop haut sans pour autant avoir un apport de fer. En fait, il n'élimine pas son fer. Et donc ça, c'est... là, il faut faire des saignées, il faut aller donner son sang, c'est très important. Vous avez un complément alimentaire, c'est la deuxième fois que j'en parle dans mes vidéos, et j'oublie de nouveau son nom, nom d'un chien. Je vais pas revenir dessus. Non, je vais pas revenir dessus, mais je préparerai ça pour la prochaine vidéo. C'était un complément alimentaire qui permet d'éliminer donc le fer et qui aide à éliminer le fer. Je serais pas étonné, j'irai vérifier, je serais pas étonné que l'argile verte soit bon pour ça. Des cures d'argile verte à jeun le matin, je suis certain que ça peut jouer. J'irai vérifier, mais ça m'étonnerait pas, ça me semble évident. Mais en tout cas, oui, le fer, de toute façon, c'est très important. Pour la formation des globules rouges, je le vois bien avec les personnes qui ont des maladies liées à tout ça. Ils ont en général un taux de fer qui est dans les chaussettes. On est très fatigué. C'est surtout un problème, quand on en a trop peu, lié aux femmes. Hein. Les femmes qui ont leurs règles ont souvent des soucis de fer. Et le docteur Résimon en parle assez souvent dans ses vidéos. Le réflexe de simplement prendre du fer en complément alimentaire ne marche pas forcément. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a un problème avec l'intestin et l'assimilation. Donc malheureusement, le simple réflexe de dire je prends un complément alimentaire ne marche pas super bien. Alors la fonction rénale, créatinine, donc faire attention parce que votre médecin peut avoir des yeux comme ça si vous êtes musclé. Je parle de manière plus générale, alors hein, Paul, ça intéressera sûrement plein d'autres personnes. La créatinine, vous avez un très bon article dans le livre Nutrition de la force de Julien Vénesson qui explique la problématique de la créatinine avec les personnes pratiquant des sports de force, et donc la musculation notamment. On a un taux de créatinine qui est élevé de par notre masse musculaire. Donc, si votre médecin dit que vous avez les reins pétés, bah, c'est qu'il est vraiment très con et il faut absolument aller voir un spécialiste, un néphrologue et pas un généraliste classique. Mais malgré tout, ne va absolument pas négliger la fonction rénale. Pour péter des reins, il faut quand même le vouloir fameusement. Et il faut savoir que c'est un organe assez sourd. Donc, le jour où vous sentez vos reins, donc par exemple, pour en revenir à l'idée du rouleau de massage, là tantôt de Christophe Cario, quand vous vous roulez les lombaires, voire même les fosses rénales avec le rouleau de massage, comme il va bien dedans, je peux vous dire que si vous avez les reins pétés, vous allez sauter jusqu'au plafond. Donc si en vous roulant là-dessus, vous n'avez rien, c'est que vos reins sont en très bonne santé. Il y avait un autre marqueur aussi qui disait toujours qu'il fallait boire beaucoup parce que quand on va alors uriner, il faut que notre urine soit claire. Mais une urine claire, moi je veux bien, c'est quand même sujet à débat cette histoire parce qu'une urine claire c'est quoi? En fait c'est de l'eau. Donc c'est pas forcément parce que ton urine est claire que tes reins fonctionnent bien ou qu'ils sont bien nettoyés. Ton urine du matin, elle est très chargée. J'aurais tendance à dire justement, c'est parce qu'elle est très chargée que tu élimines bien. Donc l'histoire de l'urine claire, ça me paraît un peu plus compliqué que ça. C'est un peu un truc facilement dit. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, au contraire, ton urine doit être chargée. Et justement, ça prouve que tu élimines. Alors au niveau du sucre, il y a la glycémie, l'insuline. Enfin, ça, on le sait bien, c'est un gros problème de société puisqu'on mange beaucoup trop sucré. C'est ce qui favorise la prise de poids. Moi, je l'ai fortement remarqué maintenant. C'est pas que je veux forcément mincir. J'utilise le mot mincir plutôt que maigrir parce que c'est plutôt au niveau de la taille que j'avais un petit peu envie de nettoyer. Je me sens pas forcément mieux dans ma peau comme ça, donc je préfère ce côté un peu lourd. Mais bon, l'abdomen gonflé, c'est pas top. Et c'est sûr que quand tu coupes, déjà rien que les glucides, si tu t'es pas entraîné le soir, moi je perds du poids assez facilement. Et si tu mises ton alimentation essentiellement sur les protéines, les graisses et
à bonne dose, hein. Il faut pas se dire, ah ouais, juste un peu d'huile d'olive, juste deux, trois noix. Non, 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 tu badigeonnes bien tes salades d'huile d'olive, d'huile de noix, tu manges des fruits à coque, tu manges des avocats, tu manges du jaune d'œuf. À côté de ça, des protéines, avec un peu. Moi, je suis pas très légumes, mais je suis plutôt crudité, donc des belles salades, beaucoup de couleurs, comme dirait Ben Lapierre, manger des couleurs, euh, et que tu vires un peu le sucre, ta glycémie devrait être très très bien. Maintenant, c'est sûr que l'insuline, c'est l'hormone la plus anabolisante, donc tu dois quand même t'en servir pour notre objectif à nous. C'est pas un sport forcément santé, hein. Moi, c'est sûr que quand j'étais à 111 kilos à bouffer du riz toute la journée, ma glycémie et ma résistance à l'insuline commençaient à devenir un peu pourries. Mais ça s'inverse très, très rapidement quand tu manges proprement et que tu es encore en bonne santé. Tu laisses un peu ton pancréas au repos. Voilà. Donc, laisser son pancréas au repos par période, c'est quand même important, hein. Si tu es jeune, que tu as 22, 23 ans, que tu manges comme un cochon, que tu manges énormément de glucides, tout type de glucides, des bons comme des mauvais, ça reste des glucides finalement. Même des fruits, j'en parlais avec ma doctoresse, je dis mais c'est quand même bizarre que ma glycémie est encore moyenne parce que je mange finalement, à part un peu de riz basmati, un petit peu de pain et beaucoup de fruits. Elle me dit mais oui, mais les fruits, on n'a jamais dit que c'était forcément nickel pour la glycémie. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Les réserves alcalines, j'ai vu aussi sur la prise de sang, j'ai vite été prendre quelques petites notes. Les réserves alcalines, donc moi je prends la formule alcalinisante du Dr Jacobs, je l'ai déjà montré 36 fois. Donc ça c'est très important, c'est magnésium, potassium, je crois qu'il y a du zinc dedans, il y a de la silice dedans pendant l'entraînement, puisqu'on sait qu'on évacue, on évacue nos réserves alcalines, et donc c'est très important pour déjà rien que pour les os, par exemple, pour les tendons, pour les cheveux, pour les ongles, pour la peau, avoir une réserve alcaline de bonne qualité, élevée. Avec des fruits, on va sûrement régler ce problème aussi. Le magnésium, ça on le sait. Alors il ne faut pas trop se fier aux résultats du magnésium. Il faut plus se fier aux symptômes, à comment est-ce qu'on se sent. Donc si le magnésium n'est pas forcément bon dans la prise de sang, si on n'a pas de symptômes liés aux carences de magnésium, il faut pas trop s'en inquiéter parce que le magnésium apparemment c'est pas très stable dans l'ampoule ou la fiole, je sais pas comment est-ce qu'on appelle lors de la prise de sang et apparemment il se barre et donc lors de l'analyse il y a une partie qui est partie. Donc information reçue du docteur Drésimon, je pense qu'on peut quand même fameusement s'y fier. Vitamine D, on en a parlé là tantôt, je vais pas revenir dessus, je vais vous montrer celle que je prends. Donc ça c'est la vitamine D que je prends, Biotix. Une goutte, c'est 2000 unités. Donc celui-là, il douille quand même. C'est pas cher, ça tient super longtemps. Avec un repas gras, c'est très important pour bien l'assimiler. Voilà, très bon complément alimentaire. La seule chose que je reproche un peu à ça, c'est que quand tu fais une goutte, donc moi je mets ça comme ça, hop, et puis je lèche. Et le problème, c'est qu'une goutte, elle peut être grande, elle peut être petite, c'est un peu difficile de savoir. Mais bon, admettons. Si vous voulez être plus précis, il faudra acheter des gélules. Pour tout ce qui est glycémie et sucre, etc., aussi, on peut utiliser des compléments alimentaires. On sait qu'il y a la cannelle qui joue beaucoup là-dessus et on sait qu'il y a la berbérine qui joue aussi beaucoup là-dessus. Mais tout ça, je préparerai dans la future vidéo. Alors ensuite, il y avait triglycérides, cholestérol. Mon triglycéride aussi, c'est lié au sucre. Donc, si vous mangez voilà, trop de riz, du riz mal cuit, des patates mal cuites, enfin trop cuites plutôt, vous allez avoir les triglycérides qui montent. Pas terrible. Euh, pour avoir des bons triglycérides, encore une fois, toujours la même chose, oméga 3, oméga 3, oméga 3. Cholestérol, quand on... Déjà un homme, en règle générale, a un petit peu trop peu de bon cholestérol. Le cholestérol n'est pas une maladie, on le rappelle, ou bien au contraire, c'est la source de toutes nos hormones. Pas de cholestérol, il ne se passe rien après. Donc mangez des œufs, mangez vos jaunes d'œufs, et ne cuisez pas vos jaunes d'œufs. Donc le mieux, c'est de laisser vos cuire le blanc, ce qu'on appelle ça, un œil de cheval, ou enfin, soit, et votre jaune coulant. Ça, c'est le meilleur moyen de bénéficier de tous vos œufs. Alors, oui, alors quand on fait l'usage d'un petit peu d'hormones, le mauvais cholestérol monte un petit peu et le bon cholestérol descend encore un petit peu en plus. Donc, j'ose même pas imaginer ceux qui sont avec de très très grosses doses de stéroïdes anabolisants, ça doit être la merde.
Puis on avait dans ma prise de sang les CRP, c'est le marqueur inflammatoire. Donc voir si tu as une inflammation dans le corps, ça c'est très intéressant aussi. Puis on avait les marqueurs du foie, gamma GT, etc. Bilirubine. N-acétylcystéine, c'est le nettoyeur du foie ultime. C'est avec ça qu'on désintoxique les gens qui veulent se suicider au Dafalgan aux urgences. Donc la NAC, N-acétylcystéine, pour aider votre foie. Très très bon complément alimentaire. Ça coûte 3 fois rien et ça dure aussi très longtemps. Une gélule, 600 mg, amplement. Ouais, c'est ça. Donc, précurseur du glutathion, comme une note, qui est le principal détoxifiant du foie, une gélule, 600 mg du foie, de l'organisme. À partir du moment où votre foie est propre, il nettoie le sang va circuler, il va nettoyer le reste. Bilirubine toujours un peu élevée chez moi parce que j'aurais apparemment le maladie de Gibert qui fait que j'ai toujours le pigment de la bilirubine qui reste un peu élevé et que donc j'ai toujours ça d'élevé, mais ça ne marque pas forcément un problème de foie. Et en plus, j'ai déjà réussi à stabiliser ça en étant dans les marqueurs de référence, donc je suis même pas certain que j'ai ce syndrome ou cette maladie. Maladie de Gibert, je pense que ça s'appelle ça, un problème avec les bilirubines, alors que j'ai les 3 autres marqueurs, gamma GT, etc., qui sont vraiment, alors là, ras les pâquerettes, nickel de chez nickel. Vitamine E, vitamine A, ça pareil, donc voir l'alimentation. Et je suis pas très fan d'aller encore rajouter des compléments alimentaires pour des choses aussi simples. Donc les vitamines E avec les huiles, on devrait s'en sortir. Les vitamines A avec un bon jus de carotte, on s'en sortira aussi. Le zinc, je vous l'ai déjà montré 36 fois sur mes posts Instagram, etc. Ici 15 mg de chez Pure Encapsulation. Ne pas avoir peur de monter à 30, 45, 60 mg. C'est basique pour faire de la testostérone, le zinc. Le sélénium, manger des noix du Brésil, n'en mangez pas 50, c'est pas comme des noix de cajou ou comme des amandes. Mangez 3 à 5 noix du Brésil tous les matins, vous aurez un taux de sélénium qui est super, fort lié à la thyroïde. Le cuivre, il faut pas en prendre non plus. Sauf si vous mettez vraiment des doses très massives pendant très longtemps de zinc. Vous savez, dans l'organisme, quand vous donnez beaucoup de... L'organisme cherche toujours à se réguler, à créer un équilibre. Donc avec beaucoup de zinc, vous allez débalancer d'autres minéraux, notamment le cuivre. Et un taux de cuivre trop bas, c'est pas très bon non plus. Donc voilà, sauf si vous êtes à 200 mg de zinc, je pense pas que ça soit problématique, en se promenant entre 15 et 45 mg par jour de zinc. Le zinc, c'est fort lié aussi à la libido. Donc, moi, en général, quand je recommande du zinc à quelqu'un et qu'il en prend quand même une bonne dose, genre 45 mg par exemple, 50 mg en fonction des marques qu'on peut trouver, au niveau de la libido, on le sent. Et chez la femme, c'est la même chose. Alors après, j'avais l'homocystéine qui est un marqueur très intéressant au niveau de la santé cardiaque et des problèmes cardiovasculaires. L'homocystéine, l'antidote, si vous avez un taux d'homocystéine beaucoup trop élevé, l'antidote c'est la vitamine B12. En fait c'est toutes les vitamines B, mais essentiellement la vitamine B12 et la vitamine B9. Donc si vous optimisez au maximum votre vitamine B12 et votre vitamine B9, votre taux d'homocystéine va descendre. Il faut savoir que quelqu'un qui a un taux d'homocystéine très 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 élevé, vous pouvez lui garantir une mort certaine, incessamment sous peu. Donc voilà, taux très très intéressant. Pour l'anecdote, j'avais fait ma première prise de sang, je ne sais plus quel âge je dois avoir, on va dire 28 ans. À 28 ans, je commence à m'intéresser à ma santé. J'ai un taux d'homocystéine qui est anormalement élevé, entre guillemets pas dangereux, mais anormalement élevé. Le médecin généraliste classique, enfin non pas généraliste classique, soi-disant un médecin sportif, rien à foutre le gars. Je veux dire, le gars il m'a dit vous êtes en parfaite forme. Mais moi, je peux comprendre quand tu poses aucune question, mais moi, je posais un milliard de questions. Non, tout va bien, il faut rien faire, il faut rien changer. Homocystéine quand même anormalement haute, pas de vitamine D, pas de testostérone, mais complètement dans les chaussettes, c'est normal. J'étais au régime à cette période. Je me souviens, je voulais perdre pas mal de poids, j'étais descendu sous les 90 kilos, donc je mangeais 3 fois rien, je m'entraînais comme un fou. Donc il est tout à fait normal que j'avais une testostérone dans les chaussettes. Alors, parlons justement des hormones, donc testostérone, oestrogène, ostradiol, etc. Donc, testez ça aussi pour voir un petit peu où on en est.
Euh, Quand on fait une prise de sang, et surtout liée à la testostérone, j'aurais tendance à dire ne vous entraînez pas quelques journées avant. Idéalement, j'en parlais avec Moussel Bakouchi, essayez de laisser passer une semaine. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la musculation, surtout intensive, nous pompe notre testostérone. Donc il faudra pas s'étonner de dire ah mais j'ai une testostérone dans les chaussettes parce que je m'entraîne comme un fou la veille et le surlendemain et l'avant-veille, etc. Enfin, par exemple, tu sors d'une semaine d'entraînement, tu t'es entraîné lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu vas faire ta prise de sang le vendredi. Ben, c'est pas une très bonne manière de faire. Alors j'ai un autre médecin qui m'avait répondu à ça, mais c'est con comme réflexion parce que ça représente pas ton mode de vie. Ouais, d'accord, mais bah, les deux sont intéressants en fait. Il faudrait voir à quel point ta testostérone fonctionne bien quand tu fous la paix à ton organisme en le laissant au repos, et en même temps voir à quel point ta testostérone est bouffée quand tu t'entraînes dur. Donc les deux marqueurs sont intéressants. Mais donc voilà, la testostérone, j'ai fait une vidéo dessus. Soit via l'alimentation, via la complémentation, il faut essayer de l'optimiser, de la booster. Soit malheureusement, il faut se mettre en thérapie. Je dis malheureusement parce que même si je le fais, je n'ai aucun plaisir à me mettre sous hormones exogènes. C'est pas quelque chose qui m'excite, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je n'aime pas l'idée d'être sous dépendant en fait. DHEA, pareil, hein, maman des hormones, donc très important d'avoir une bonne DHEA pour bien vieillir. Mais ce sont des hormones qui sont toutes interconnectées. Le réflexe de dire je vais prendre des cachetons de DHEA pour avoir une meilleure DHEA, je trouve que c'est un petit peu facile. L'alimentation, l'entraînement, le repos, l'hygiène de vie, tout ça jouera. Et pareil pour l'hormone de croissance. Maintenant, l'hormone de croissance, vous avez des acides aminés très liés à ça. Il y a un complément alimentaire, je ne l'ai pas ici, que j'aime beaucoup pour l'hormone de croissance, c'est le GHNAT. GHNAT de chez TerraScience. Là-dedans, il y a arginine, citrulline, zinc, des plantes adaptogènes, vitamine B, B6, etc. Vitamine D, bien sûr. Nom d'un chien, c'est quoi le troisième là que j'arrive pas à me remettre? Arginine, citrulline. Je l'aurais dit 1 milliard de fois. Soit, tant pis. Et donc, GHNAT de chez TerraScience. Ça coûte bonbon, mais avant l'entraînement ou avant d'aller dormir, très très bon complément alimentaire, très bon de goût en plus. Niveau plante adaptogène, moi j'adore l'ashwagandha, je vous l'ai déjà montré 36 fois, c'est fortement lié au cortisol, pour dire d'avoir un cortisol qui se régule bien, l'ashwagandha, sûrement lié aussi aux hormones anaboliques qui est la testostérone. Et le saw palmetto, pareil, aussi lié. Il n'y a aucune de ces plantes qui se met sur une simple glande ou une simple hormone et qui dit moi je ne touche qu'à ça, hein. Le corps ça fonctionne pas comme ça. Enfin on peut quand même estimer qu'il y a une interaction assez forte avec pour l'ashwagandha le cortisol et pour le saw palmetto avec l'hormone DHT qui peut être une source de problèmes notamment pour la perte de cheveux. Donc voilà, j'ai répondu à pas mal de questions. La vidéo va être méga longue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas pour d'autres questions. J'aime bien ce format. Si j'ai des questions, je ferai des vidéos dans ce style. À très bientôt les mecs. Ciao.